Podcast Échec Avant en collaboration avec Hockey Ballers, Bull Nutrition, Déasport, Rénovation Calfeutrage Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence Virtuelle, FDHL, All-Star Cup, Golden Break, Sliders Keepers, AAD Lab, la voûte sportive, Deck pour qui, Sabre-voix, Focus, Gardien de but, Gestion Arvika Inc. McDonald. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Édition du 19 septembre 2025. C'est parti! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, on brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les faits, on questionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport différent. Mesdames, Messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre Échec Avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en guérant. Édition du 19 septembre 2025, 20h10 exactement, avec vous pour une grosse heure à venir. 30 minutes 100% NFL et 30 minutes 100% CH. Ce soir, il est avec nous pour la durée totale de l'épisode, toujours fidèle au poste, la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Comment vas-tu? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, ça va très bien. Est-ce que le vendredi va devenir notre soir de prédilection? Jusqu'à maintenant, on est 2 en 2. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, gros vendredi soir à chaque semaine avec votre échec avant. Avant de débuter vers la semaine numéro 2 dans la NFL qui se disputait dimanche dernier, eh bien, on vous invite, mesdames, messieurs, à 2 événements qui vont survenir lors des prochains mois. Et voici le premier. Le 1er novembre 2025, la Coupe All-Star Cup qui se tiendra au complexe HBLL de Laval. Qu'est-ce que ça comporte? C'est 3 parties garanties, 4 contre 4, 585$ par équipe, ce qui veut dire une moyenne de 65$ par joueur pour 3 parties assurées, 10 000$ en bourse, hoodie aux champions, plusieurs commanditaires sur place, plusieurs calibres, calibre homme, calibre masculin, calibre mix, calibre féminin. Il y a également des concours où les joueurs All-Star peuvent remporter jusqu'à 100$. Également sur place, l'échec avant qui sera là pour de plus amples détails. Vous allez avoir des quiz où vous pourrez remporter divers prix sur place. Autre événement, Cédric, et on l'a annoncé dans les dernières semaines, et oui, l'échec avant qui aura sa première édition de Deck Hockey à vie au complexe HBLL de Laval le 13 décembre prochain. Quoi de mieux que de finir l'année 2025 avec un tournoi de hockey une semaine avant la veille et Noël. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. DJ sur place, massothérapie, photographe également, de l'animation du début à la fin avec moi qui sera là avec vous. Présentation des joueurs en finale, annonce et description des buts également. Calibre mix à 100% avec également un calibre féminin. 585$ par équipe, bourse et hoodie aux gagnants avec également plusieurs prix qui seront remis aux joueurs avec notamment des quiz sur place. Pour vous inscrire, visitez allstarcup.ca. Il y a déjà des inscriptions en cours présentement. Les inscriptions seront limitées pour les divers calibres, donc FR, MR, ME et MD. Alors voilà, Cédric, un premier tournoi de deck hockey présenté par l'échec avant.
Et on vise là, en faire un ou deux dans l'année 2026 également. C'est vrai que la NFL qui tenait sa semaine numéro 2 la semaine dernière, soit dimanche passé, soit dimanche le 14 septembre dernier, et il y avait plusieurs matchs à l'affiche, comme à chaque week-end, le trois quarts des équipes qui se disputent des rencontres lors du dimanche. Commençons par le match entre les Ravens de Baltimore et les Browns de Cleveland. Les Ravens qui, lors de la semaine numéro 1, l'avaient échappé complètement dans le match numéro 1 contre les Bills, subissant une remontée historique. Et les Bills l'avaient emporté 41-40 en toute fin de rencontre suite à un botté de placement réussi à la toute dernière seconde par les Bills. Donc une victoire de 41-40. Les Ravens qui recevaient la visite de Joe Flacco et des Browns à Baltimore, là où il fait froid, là où il fait du bruit. Cédric, ça a été une grosse rencontre pour Lamar Jackson. 4 passes de toucher pour le corps arrière des Ravens de Baltimore. De l'autre côté, ça a été plus difficile là, pour le vétéran Joe Flacco. Ben écoute, je pense que les Ravens ont juste prouvé que la semaine contre Buffalo, c'était pas quelque chose qui allait se reproduire. Ils ont été chercher encore une fois 40 points et plus. Là, 81 points en deux matchs, c'est énorme pour commencer la saison. Donc je pense que les pauvres Browns, malheureusement, n'avaient pas vraiment de chance en allant à Baltimore. Comme tu as dit, il y a du bruit là-bas. C'est pas facile de jouer dans le stade des Ravens. Donc les Ravens qui ont prouvé être une des meilleures équipes de la NFL malgré la défaite là, à la semaine 1 contre les Bills. Ça n'a vraiment pas été facile et j'ai hâte de voir ce qu'on va faire du côté des Browns de Cleveland. Est-ce qu'on va finir par lancer la serviette sur Joe Flacco? Parce que là, il y a du vieillissement du côté de Joe Flacco. On voit qu'on en arrache. Là, c'est 45 passes tentées lors du dernier match. Moins de 200 verges par la passe réussie. Limité à une passe de toucher et une interception. Et jusqu'à présent, depuis le début de la saison, c'est vraiment pas facile pour les Browns de Cleveland. Ce sera donc à suivre pour la suite des choses. Jusqu'à présent, un différentiel de moins 25 après 2 rencontres pour les Browns de Cleveland. Les Bengals de Cincinnati l'ont emporté contre les Jaguars de Jacksonville par la marque de 31-27. Dans cette rencontre-là, Joe Burrow qui s'est blessé lors de cette rencontre, blessé à un orteil, n'a pas pu terminer la rencontre. C'est Jake Browning qui, bon, j'ai envie de dire, somme toute, n'a pas mal fait en termes de réussite, de passes complétées, mais on peut pas oublier les 3 interceptions dont il a été victime. Comment tu. Ben, je sais pas si tu as regardé le match des Bengals, mais somme toute, c'est une performance qui a été correcte, mais difficile en même temps. Ben, tu sais, quand tu regardes un gars comme Jake Browning, t'es le deuxième carrière dans l'air de Joe Burrow, tu t'attends pas à jouer de la saison. Donc, de devoir pousser dans l'obligation là, de mettre les pieds sur le terrain, donc c'est déstabilisant, disons. Donc, je suis pas nécessairement surpris. 3 interceptions, c'est beaucoup. Il faut dire qu'il a pas joué énormément du match. Mais encore là, les Bengals qui, de peine et de misère, là, je comprends bien que Joe Burrow s'est blessé, mais encore de seulement 4 points, on bat les Jaguars. Ça augure mal. Et en plus, là, avec la blessure à Joe Burrow, je pense qu'on va commencer à voir les Bengals, eux qui ont commencé la saison 2 victoires, 0 défaite, qui vont probablement se retrouver à perdre plusieurs matchs suite à la blessure de Joe Burrow. Trevor Lawrence, de l'autre côté, a connu un match, j'ai envie de dire, à l'image un peu de Jake Browning, dans le sens où, oui, il y a 3 passes de toucher, mais quand même 2 interceptions. 24 en 42. C'est pas un beau taux de réussite jusqu'à présent. 271 verges par la passe. J'ai vraiment hâte de voir où on s'en va du côté de Jacksonville parce que si on recule il y a 2 ans, on était en playoff, on était à un match de se rendre jusqu'au bout. On s'est fait sortir par les Chiefs. Là, on regarde l'an passé, ça a été catastrophique, des blessures, pas capable d'enchaîner les victoires. Et là, cette année, on est 1-1, mais on n'est pas capable d'aller battre les Bengals qui perdent les services de leur carrière numéro 1. Donc, j'ai vraiment hâte de voir la suite des choses du côté de Jacksonville. Là où j'ai été surpris et là où je m'attendais à une varlope, comme le dirait Georges Larac à BPM Sport,
Ça a été tout le contraire entre les Cowboys de Dallas et les Giants de New York. Cédric, les Giants ont non seulement forcé la main aux Cowboys qui ont dû se rendre en prolongation, mais c'est 37 points inscrits par les Giants, 3 passes de toucher, 450 verges par la voie aérienne pour Russell Wilson. Quelle prestation! Son vis-à-vis Dak Prescott, 38 en 52, 361 verges, 2 passes de toucher et 1 interception. Chose certaine, c'est qu'on a eu chaud du côté des Cowboys. Absolument un festival aérien là, à Dallas en fin de semaine passée. Très, très surpris de la performance de Russell Wilson, comme tu l'as dit, 454 verges, si je ne me trompe pas là, exactement le chiffre, par la passe. Donc, pas une performance de quoi on s'attendait après avoir vu le premier match des Giants. Donc, les Cowboys qui ont eu très chaud. Et comme j'ai dit pour les Bengals, là, quand tu gagnes une victoire là, de peine et de misère face aux Giants, ça augure pas bien pour le reste de la saison. Donc, on va espérer pour eux qu'ils se reprennent un peu puis qu'ils reprennent la voie de la victoire un peu plus facile. Eux qui sont supposés quand même être une assez bonne équipe malgré tout. Bon, effectivement, puis tu sais, on a parlé des Giants au début de la saison, puis les années précédentes, on a parlé, moi, Pierre David, on était un peu dans un tombe sombre, enterré, vivant à tous les débuts de saison. Euh, Russell Wilson qui a donné un fort match à son équipe. Défensivement, on n'est toujours pas là. On donne des points puis des points à chaque rencontre. Mais j'ai hâte de voir le côté offensif. Est-ce qu'on va être capable d'aller chercher un tel tempo à tous les matchs? Je ne penserais pas. On affrontait les Cowboys de Dallas, qui, on vous le rappelle, n'ont plus les services de Micah Parsons, qui a été changé aux Packers au début de la saison. On se demandait comment la défensive allait réagir. On a sorti un fort match contre les Eagles, mais là, on l'a échappé contre les Giants. J'ai hâte de voir, autant du côté des Giants que du côté des Cowboys, comment on va être capable de continuer avec autant d'acharnement, puis de se revirer rapidement là, sur ce qui est à corriger dans les prochains matchs. Là où ça a explosé, et là où il n'avait pas le choix de retrouver la touche offensive, c'est les Lions de Détroit qui recevaient la visite de Caleb Williams et les Bears. 23-28, 334 verges, 5 passes de toucher pour Jared Goff. Son vis-à-vis Caleb Williams, c'est 19 en 30, 207 verges, 2 passes de toucher, 1 interception. Cédric, Amon-Ra St. Brown, 3 touchés par la voie aérienne, 9 en 11. Je m'excuse, je prends mon petit verre d'eau. 9 en 11 pour 115 verges. De l'autre côté, Rome Andouze, je ne sais pas si je le prononce correctement, 7 en 11, 128 verges, 2 touchés par la voie aérienne. Quelle prestation des Lions de Détroit et du jeune Amon-Ra St. Brown. Et également Jameson Williams qui, malgré avoir été visé seulement 4 fois et 2 réceptions, a quand même 108 verges et un touché là, par la voie aérienne. Ouais, absolument. Détroit qui ont complètement explosé offensivement, 52 points au tableau. C'est ça qu'on veut voir des Lions. On sait qu'ils sont capables d'avoir une excellente offensive. Tu as parlé d'Amon-Ra St. Brown, excellent receveur de passe. Jared Goff qui a prouvé ce qu'il est capable de faire. Donc un très bon match du côté des Lions. Euh, 21 points, c'est pas énorme, mais contre les Bears, j'ai peut-être un petit peu des questionnements. On sait que ça n'a pas été facile contre les Packers non plus à la première semaine, donc j'espère que la défense va être capable de continuer à step up même un petit peu plus. Mais une excellente performance offensive, si on voit ça toutes les semaines des Lions, on va avoir une belle saison du côté de Détroit. Les Lions qui sont tout feu, tout flamme. Ça fait plusieurs fois là, que je suis en hésitation là, à commander mon chandail d'Amon-Ra St. Brown. Je commence à y penser. Jusqu'à date, Josh Allen, Amon-Ra St. Brown, je commence à être en business. Ça s'en vient. Une rencontre qui probablement suscitait l'intérêt de personne. C'est la rencontre entre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Dolphins de Miami. On parlera pas des statistiques, malgré qu'il y a eu 33 points du côté des Pats, puis 27 points du côté des Dolphins. Drake Mayer, performance respectable, 19 en 23, 230 verges, 2 passes de toucher. Son vis-à-vis, toi, Tagovailoa, c'est 26 en 32, 315 verges, 2 passes de toucher, 1 interception.
Je veux prendre le temps de parler de ce match-là pour un joueur. Tua Tagovailoa. Lors de la dernière saison, ce gars-là a été victime de commotion cérébrale sévère. Sévère. On lui a fortement suggéré de prendre sa retraite et il a refusé, voulant poursuivre sa carrière. C'est vrai que je ne sais pas si tu es du même avis que moi, puis j'écoutais les gars de BPM Sport dans le tailgate avec Greg Langto. Et il disait la chose suivante: toi, Tagovailoa, n'a plus l'air là sur le terrain. Il reçoit le ballon, il est partout en même temps. On dirait qu'il se cherche, il ne cherche qu'à se débarrasser du ballon. On dirait qu'il a peur d'être mis en contact. Il cherche à sortir de la tertiaire. Il cherche à éviter les contacts. Il ne prend pas le temps d'analyser le jeu. Il se débarrasse du ballon. Puis moi, ça m'a demandé combien de temps les Dolphins de Miami vont attendre avant de prendre la décision de le retirer. Parce que tout le monde le sait, au prochain contact, c'est terminé. Puis ça peut être fatal pour ce gars-là. Je suis surpris qu'il n'y ait pas. Moi, pour moi, quand j'ai entendu que la NFL allait donner le droit aux joueurs de porter le Guardian Cap, pour moi, Tua était le premier joueur quasiment visé par cette décision-là de porter ce couvre-casque-là. Un gars qui a subi, comme tu as dit, des commotions très graves, très, très, très dures. Donc, comme tu dis, il a l'air perdu. Puis j'ai vu, honnêtement, quand tu regardes, tu dis que le match a suscité l'intérêt de personne. Je rappelle que je suis un fan des Patriots, donc j'ai regardé ce match-là parmi les autres. Donc, mais quand tu vois toi avoir le ballon, on dirait que même si son joueur est ouvert, il lance par-dessus la tête. Des fois, c'est des mauvaises lectures de jeu. Donc, je ne sais pas si c'est des séquelles de commotion ou si c'est la peur d'être mis sous pression, comme tu as dit, mais c'est souvent des mauvaises lectures. On lance le ballon n'importe comment ou tu as un. J'ai pas le terme en français, là, mais un check down, là, que soit ton porteur de ballon ou tu as un receveur qui fait un tracé court dans le milieu du terrain, il n'y a pas personne pour le couvrir, lance par-dessus la tête du joueur. Ça n'a pas de sens qu'on fasse encore confiance à ce gars-là pour tenir cette équipe-là. Je pense que les Dolphins ont des grosses questions à se poser et doivent, dans les prochaines saisons, essayer de se trouver un corps arrière pour prendre la relève parce que je crois pas qu'on va se rendre nulle part avec Tua à la position de corps arrière, honnêtement. Non, 100% d'accord. Mac Jones avait de gros chaussures à chausser. Lui qui prenait la place de Brock Purdy du côté des 49ers de San Francisco, qui visitait les Saints en Nouvelle-Orléans. Rapidement, là, ils l'ont emporté 26-21 sur les Saints. 3 passes de toucher pour les deux corps arrière, dont Spencer Rattler pour les Saints et Mac Jones du côté des 49ers. Les Bills de Buffalo, Josh Allen et les Bills qui visitaient les Jets à New York. Une victoire de 30-10. Josh Allen qui est devenu le corps arrière à atteindre là, les 300 passes de toucher le plus rapidement. A même devancé Pat Mahomes du côté des Chiefs. Donc Josh Allen, là, 14 en 25, 148 verges, pas de passes de toucher. Et attention, là, j'ai mentionné cette statistique-là, c'est pas en rapport avec ce match-là, mais en rapport avec le match d'hier, qu'on va revenir d'ailleurs, là, les Bills qui étaient en action hier soir. Donc, Tyrod Taylor qui était le carrière pour les Jets, 7 en 11, 56 verges, lui qui est venu en relève à Justin Fields, qui, je crois, s'est blessé dans la rencontre. Lui qui a été limité là, à 3 passes complétées sur 11 tentatives pour un mince 27 verges. Une rencontre intéressante entre les Seahawks de Seattle et les Steelers de Pittsburgh. On se demandait comment allait être Aaron Rodgers suite à la grosse performance contre les Jets. Ça a été plutôt tranquille. 18 en 33, une passe de toucher, 2 interceptions. Son vis-à-vis Sam Darnold, 31-17. 21 en 33, 2 passes de toucher et 2 interceptions. Les Seahawks qui l'ont emporté 31-17. Les Rams, 33-19 sur les Titans. Les Cardinals de l'Arizona, 27-22 sur les Panthers.
Duel fort intéressant, Cédric, entre les Colts et les Broncos. Les Colts d'Indianapolis, qui sont maintenant 2-0, vont emporter 29-28 aux mains de Bo Nix et les Broncos. Bo Nix, c'est 22 en 30, 206 verges, 3 passes de toucher, 1 interception. Et Daniel Jones, 22 en 34, 316 verges et 1 passe de toucher. C'est un duel fort intéressant. On a été blanchi au quatrième quart du côté des Broncos qui ont inscrit des points lors des 3 premiers quarts du match. Et les Colts, eux, qui ont inscrit 6 points là, dans le quatrième quart pour se sauver avec la victoire par 1 point. C'est un botté de placement de Spencer Schrader à la toute fin du quatrième quart qui a donné la victoire là, aux Colts. Une bonne rencontre, puis je ne sais pas pour toi, mais Mac Jones semble être une solution du côté des Colts d'Indianapolis, qui, je le rappelle, l'ont préféré à leur jeune corps arrière Anthony Richardson. Où on s'en va avec Ouais. ça? Est-ce qu'on va, à quoi tu t'attends du côté des Colts? Est-ce que ça va se poursuivre ou pour toi, là, la chaîne va débarquer bientôt? Ben, je pense que Jones est en train de prouver que peut-être que c'était son environnement qui était plus difficile. On a douté de lui beaucoup. Je sais qu'il y avait beaucoup de fans des Colts qui étaient un peu déçus de la décision de le faire débuter la saison par-dessus Richardson. Donc, je pense qu'il est en train de prouver que c'est sa place. Ils ont prouvé le 29 points contre une des meilleures défensives de la ligue. C'est quand même assez intéressant. Je pense que pour le reste de la saison, on va continuer avec Daniel Jones jusqu'à ce qu'il y ait soit une blessure, soit des mauvaises performances. Je pense que les Colts ont aussi une bonne défensive. Donc, je pense que les Colts, honnêtement, pourraient avoir une saison qui pourrait surprendre beaucoup de fans parce que c'est pas une équipe qu'on voyait comme une équipe en contention pour un championnat. Je pense pas que c'est ça non plus, mais je pense que c'est une équipe qui est bien meilleure que ce qu'on pouvait envisager pour eux, comme tu dis, là, avec les performances de Jones là, à la position de carrière, qui, qui honnêtement me surprend beaucoup jusqu'à présent. Ouais, Adam, c'est un pari là, qui est positif pour les Colts d'Indianapolis. Il y en a qui diront finalement, il y en a qui seront déçus. Mais moi, je suis celui qui se penche du côté du finalement. Les Chiefs de Kansas City qui rushent et qui ont un début de saison lamentable. Les Eagles qui l'ont emporté 20-17 sur les Chiefs. On voit de plus en plus de frustration du côté de Kansas City. On le voit par Travis Kelce, on le voit par Pat Mahomes. Il n'y a rien qui fonctionne. Jalen Hurts, 15 en 22, 101 verges, aucun touché de son côté. Saquon Barkley qui a un touché au sol. Pat Mahomes, c'est une passe de touché, une interception. Également un touché au sol. Est-ce qu'on est en train là, de prendre la débarque du côté des Chiefs finalement? Je pense que oui, c'est une équipe qui, malheureusement, pour eux, sont en train de vieillir. Et ça commence à apparaître surtout pour Travis Kelce qui échappe des ballons qu'il n'échappait pas avant et qui a ramassé son coéquipier Xavier Worthy. Donc, ça aussi, c'est une lourde perte pour Kansas City pour l'instant. Donc, mais les Eagles sont tellement complets, sont tellement puissants que je suis pas surpris non plus de voir les Chiefs perdre. Et je pense pas que une défaite contre les Eagles à la deuxième semaine est nécessairement prophète de malheur pour le reste de la saison des Chiefs. Je pense qu'ils sont encore capables de revenir. On le sait, les Chiefs ont été très, très forts dans les dernières saisons. Donc, un mauvais début. Je pense que le blanc pour le mauvais début est plus face aux Chargers. Si on avait emporté ce match-là, une défaite contre les Eagles, on ne parle pas du tout du début de saison des Chiefs de la même façon. Donc, évidemment, je me range du même côté que toi, dans le sens que finalement, j'espère voir une autre équipe se démarquer dans cette conférence-là. Mais je pense que on n'a pas vu encore les vrais Chiefs arriver cette saison. Je pense que ça devrait arriver à partir de la semaine 3. Là, on va en parler dans nos prédictions, mais je pense que les Chiefs vont commencer à reprendre le chemin de la victoire assez rapidement. Le football du dimanche soir, c'est probablement défini par lamentable. Un match qui s'est résumé à 7 placements et un touché à la fin de la rencontre. J'ai été déçu par la performance de J.J. McCarthy qui devra clairement sortir la tête de ses faufounes en début de rencontre lors de la semaine numéro 3 parce que clairement un carrière qui peut-être a la mentalité
de commencer à jouer au quatrième quart, va vite se rendre compte que ça marche pas toujours comme ça. Je sais pas où était J.J. McCarthy, je sais pas où était Michael Penix Jr., mais les batteurs, eux, étaient au rendez-vous. Ouais, ben c'est un match. J'ai trouvé ça étrange quand j'ai vu que c'était le match de la soirée dimanche, pas d'autres matchs dans le même time frame. On met Atlanta contre Minnesota. Je trouve ça un peu étrange qu'on avait un match, les Eagles contre les Chiefs, juste avant. Donc, drôle de décision du côté de la NFL au niveau de la cédule des matchs. Mais comme tu as dit, là, très, très décevant offensivement. Donc, pas grand-chose à rapporter sur ce match-là de mon côté. Non, effectivement, il n'y a, pas grand-chose là, à rapporter de ce côté-là. Puis, je suis 100% d'accord avec toi. Il y avait deux matchs au programme lors du Monday Night Football. Le premier qui était à 19h, alors que les Buccaneers de Baker Mayfield, la rédemption des Buccaneers de Tampa Bay, lui qui a été ressuscité lors de son arrivée avec les Buccaneers, après avoir vu Tom Brady prendre sa retraite et les partisans Tampa Bay qui avaient le goût de s'arracher les cheveux de la tête en disant Baker Mayfield. Et finalement, Baker Mayfield s'est avéré être capable de soutirer un contrat de 5 ans avec les Buccaneers la saison passée. Une victoire de 20-19 contre CJ Stroud et les Texans qui encore une fois ont rushé au niveau offensif. Et là, c'est à se demander où on s'en va du côté des Texans parce que c'est de moins en moins convaincant pour CJ Stroud et les Texans. Je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais honnêtement, du côté de Baker Mayfield, ça a resté une performance respectable de son côté. Les Buccaneers ont joué le football des Buccaneers, mais du côté des Texans, ça va pas bien. Je suis passé à ça de mettre les Buccaneers dans mon top 5 après cette victoire-là. Euh, Baker Mayfield, encore une fois, prouve euh, tous ceux qui auraient pu douter de lui quand il était avec les Browns qu'ils ont tort. C'est un excellent corps arrière. C'est, Ça devient, selon moi, un des meilleurs corps arrière de la NFL. Je pense que j'ai plus peur de le dire. Des performances très, très, très solides, si c'est pas incroyable à chaque semaine. Et du côté des Texans, je suis d'accord avec toi. Quand CJ Stroud est arrivé, je voyais beaucoup, beaucoup, beaucoup de potentiel. Lui qui a gagné recrue de l'année offensive dans son année recrue, je pensais qu'on s'en allait dans la bonne direction du côté des Texans avec un carrière comme ça. Et là, je suis déçu depuis le début de la saison. Ça va pas nécessairement bien du tout. Donc, je suis au même stade que toi. Je me demande où est-ce qu'on s'en va un peu. Est-ce qu'on. Évidemment qu'il est encore jeune, on va lui laisser le temps de prendre son temps là, pour retrouver le chemin de la victoire, mais je suis déçu honnêtement du début de saison des Texans. Je voyais beaucoup plus gros pour cette équipe-là cette année. Match qui était prévu à 22h pour les couches-tard entre les Chargers de Los Angeles de Justin Herbert et les Raiders de Las Vegas de Geno Smith. Quel match lamentable de Geno Smith, Cédric. Et il avait donné une si belle performance à la semaine 1. C'est dommage que ça s'effondre comme ça aussi rapidement, mais je pense que lui aussi va retrouver le bon chemin là, par la suite avec un bon entraîneur-chef comme Pete Carroll, on en a parlé la semaine passée. Mais encore une fois, les Chargers, je les trouve très impressionnants moi depuis le début de la saison, donc je pense que c'est pas nécessairement entièrement la faute des Raiders, je pense que les Chargers sont une équipe à surveiller aussi. Ouais, les Chargers qui, un peu, là, je parlais des Buccaneers qui ont joué le football des Buccaneers, ben les Chargers ont joué le football des Chargers. J'ai envie de dire un football un peu irréprochable. On a été bon défensivement, on en a fait juste assez offensivement et on a été en contrôle du match là, du début à la fin. Il y a eu un match hier, on va y revenir là, lors de la semaine numéro 3, puisque ce match-là fait partie de la semaine numéro 3. Voici les classements dans la NFL. Donc, classement dans la NFL du côté là, des divisions AFC Nord, les Bengals qui sont premiers. AFC Sud, les Colts qui sont premiers. AFC Est, les Bills qui sont à 3-0. AFC West, les Chargers à 2-0. Green Bay dans la NFC Nord à 2-0. Buccaneers à 2-0. NFC Sud. NFC Est, les Eagles à 2-0. San Francisco et Arizona ainsi que les Rams du côté de la NFC West qui sont à 2-0 également.
Du côté des meneurs dans la NFL, eh bien, verge par la passe, c'est Josh Allen qui totalise 755 verges. Si on y va dans l'aspect des deux matchs joués seulement, c'est Russell Wilson qui est en arrière à 618. Au niveau des touchés par la passe, Jared Goff qui en a 6. Également, pourcentage de passes complétées pour le corps des Lions qui est premier à 80,6, le seul au-dessus de 80% de taux de réussite. Verge au sol, James Cook, the third, 284 verges. Au niveau des touchés par la passe, 4 pour Cook également. Malik Neighbors, côté des Giants, c'est 238 verges par la voie aérienne. Et au niveau des touchés par la réception, c'est Emeka Egbuka avec les Buccaneers qui totalise 3 touchés à égalité avec Quentin Johnston du côté des Chargers. Rome Anduze du côté des Bears et Amon-Ra St. Brown du côté des Lions. Cédric, c'est maintenant le temps d'aller voir l'affrontement qui va avoir lieu lors de la semaine numéro 3 dans la NFL. De toute façon, le premier match hier... non, c'est pas vrai, là. Je suis en train d'oublier notre fameux top 5. Donc, allons Oui. du côté du top 5 des meilleures équipes dans la NFL et du côté des top 5 des pires. Max 6, présenté par Gestion RVK Inc. et McDonald's, pire top 5 de la NFL. Cédric, on va commencer avec ton pire top 5. Ok, je vais avec mes 5 équipes tout de suite. Ouais, oui, non. En 5e position, à partir du bas, j'ai les Jets. J'avais les Giants jusqu'à leur performance contre les Cowboys. Donc, c'est ça qui les a interchangés pour moi. Donc, les Giants qui seraient 6e, là, les Jets qui tombent 5e. Ensuite, 4e, j'ai les Browns. On en a parlé tantôt. C'est pas facile comme début de saison. Je pense que c'est comme ça depuis plusieurs saisons pour les Browns. Pas une grande surprise là. 3e position, j'ai les Panthers. Un autre début de saison difficile. On en a parlé les 2 dernières semaines. C'est une équipe vraiment pas difficile à battre. 2e position, j'ai les pauvres Dolphins. Et là, je tiens à dire que peut-être que les Dolphins auraient remonté un petit peu parce qu'ils ont quand même eu une belle performance contre les Bills hier. Mais au moment de mon top 5, là, si on compte juste la semaine 2, les Dolphins se trouveraient 2e. Et pour moi, la pire équipe, encore une fois, ça ne bougera pas pour l'instant. C'est les Saints de la Nouvelle-Orléans qui ne trouvent rien de positif jusqu'à date dans cette saison. De mon côté, et là je me gâte. Oh, que je me gâte étant un fan des Bills de Buffalo. En 5e position, mesdames, messieurs, les Chiefs de Kansas City qui rentrent dans le top 5 des pires équipes, les pires Max 6 de la NFL, présentés par Gestion RVK Inc. McDonald's. En 4e position, les Dolphins de Miami de Tua, le commotionné Tagovailoa. Honnêtement, je ne sais pas où on s'en va, mais lui est déjà magané. S'il s'en va dans le mur, on va l'achever. 3e position, les Browns du bon vieux Joe Flacco. Je suis désolé, mais les Browns de Cleveland, pour moi, c'est déjà en dessous de l'autobus. On a passé dessus 2-3 fois déjà. Je pense que c'est terminé. 2e position, les Titans du Tennessee. C'est simple, les Titans, on s'en va nulle part. On s'en va nulle part. C'est un peu la même chose que les Browns, c'est un peu la même chose que les Dolphins. En ce moment, ils sont dans la même clique, ils sont dans le même tailgate. Si tu t'en vas dans un de ces tailgates-là, habille-toi en noir parce que c'est un peu comme si tu allais à des funérailles. Le top du top, quand tu vas aux funérailles, c'est parce qu'ils sont dans le cercueil. Les Saints de la Nouvelle-Orléans. Grosse performance de Spencer Rattler lors du dernier match, mais ça excuse en rien les performances des Saints qui sont lamentables. Les Saints de la Nouvelle-Orléans qui sont donc au premier rang. Allons vers ton top 5 des meilleures équipes dans la NFL. À ma 5e position, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, les Chargers qui restent dans mon top 5. Je l'ai dit tantôt, soyez prêts, soyez à l'affût. Les Chargers sont une bonne équipe cette saison. À ma 4e position, j'ai les Eagles, champions du Super Bowl. J'ai juste 3 équipes qui sont selon moi meilleures qu'eux. Très bon début de saison pour eux, mais pour moi, les Ravens sont revenus dans le top 3 après une grosse performance de 41 points cette semaine. À la 2e position,
probablement que tu les as encore premiers. C'est les Bills. Encore une fois, j'ai fait ça avant la semaine 3, avant leur troisième victoire. C'est ma deuxième position, mais je ne déroge pas des 2 premières semaines. Pour moi, la meilleure équipe dans la NFL, c'est encore les Packers de Green Bay. J'ai bien hâte de voir leur match cette semaine contre les Browns, qui devrait être une grosse performance pour eux et qui devrait les garder là pour la semaine prochaine. De mon côté, là, j'ai égaré ma feuille de mon top 5 la semaine passée, mais je sais que mon top 3 n'a pas bougé. Je sais que ma cinquième position n'a pas bougé. Je me rappelle plus qui j'avais quatrième, mais je les ai sortis. Je ne sais pas qui, mais je les ai sortis. Cinquième position, les Buccaneers de Baker Mayfield. J'en parle constamment. Et là, je vous le dis, cette semaine, j'avais les Buccaneers cinquième, puis j'ai les Chargers qui cognent en arrière. S'il faut qu'il y ait une mauvaise performance des Buccaneers, puis que les Chargers en sortent encore une solide, on va inverser. Quatrième position, j'ai pas le choix. On a battu les Chiefs. On a un gros début de saison. On est autant solide offensivement que défensivement. Les Eagles de Philadelphie qui s'insèrent au quatrième rang. Ensuite, les Packers, les Ravens et les Bills de Buffalo. Par ailleurs, je ne sais pas c'était quoi tes prédictions la semaine dernière, mais moi, c'est un mince 11-16, donc un taux de réussite qui n'est pas fabuleux. J'ai terminé 13-16 de mon côté pour ma première vraie semaine de prédiction. Donc, quand même pas mauvais. Quelques matchs qui ont été difficiles à prédire aussi, là, les Colts contre les Broncos et entre autres, là, qui ont été plus difficiles à prédire. Jeudi le 18 décembre, soit hier, les Bills qui affrontaient les Dolphins de Miami. Ça a été une performance, encore une fois, bonne de Josh Allen. 22 en 28, 213 verges, 3 passes de toucher. James Cook, the third, c'est 19 tentatives de course, 108 verges, 1 touché au sol. Dalton Kincaid, un touché par la voie aérienne. Khalil Shakir également. Du côté des Dolphins, on en a parlé. Là. Toi, Tagovailoa, malgré 2 passes de toucher, c'est difficile. C'est difficile, c'est pas beau à voir. Tyreek Hill qui était frustré. Même Jalen Waddle qui était frustré également. Je ne sais pas où on s'en va du côté des Dolphins, mais 0-3 après 3 rencontres. Ça sent le bouton panique bientôt du côté de Miami, qui dans les dernières saisons nous ont habitués à se battre du début à la fin. Mais là, je pense qu'on est plus rendu à la fin qu'autre chose du côté des Dolphins. Si je compte cette prédiction-là parmi mes prédictions de la semaine 3, eh bien les Bills auraient été dans mes choix. Mais on ne les comptera pas. On va débuter ça avec dimanche le 21 septembre prochain. Alors que plusieurs matchs à l'affiche, encore une fois, débutant entre les Falcons d'Atlanta et les Panthers de la Caroline. Soit un duel entre Michael Penix Jr. et Bryce Young pour les Panthers. Quel est ton choix? J'en ai parlé dans mon top 5 des pires équipes. Pour moi, les Panthers sont pas une équipe difficile à battre. Donc, j'ai les Falcons cette semaine. Également pour moi, Green Bay, Cleveland. C'est assez aisément pour moi la meilleure équipe de la NFL. Les Packers vont l'emporter contre les pauvres Browns de Cleveland. Un duel qui peut être intéressant et qui doit l'être du côté des Texans. Houston qui visite les Jaguars à Jacksonville. Quelle est ta prédiction? C'est le match qui, selon moi, va tourner les choses, tourner le vent de bord pour les Texans. Je pense qu'on va être capable d'aller l'arracher aux Jaguars. Ça sera pas facile, mais j'ai les Texans cette semaine. Les Jaguars ont donné un bon match la semaine dernière. On connu un premier match de saison qui, somme toute, a été respectable. J'ai envie de le dire ainsi. On a été capable, on l'a emporté lors de la semaine numéro 1, aux mains des Panthers, on n'avait pas le choix. On n'a pas été capable d'aller chercher une victoire contre Jake Browning du côté des Bengals alors que Joe Burrow s'est blessé. On affronte une équipe qui se cherche comparativement aux Bengals de Cincinnati. J'adore CJ Stroud.
Je trouve que c'est un bon jeune carrière qui risque d'avoir une belle carrière dans le futur. Mais je vais me ranger du côté de Trevor Lawrence et les Jaguars. Cincinnati, Minnesota, possible duel entre Jake Browning et J.J. McCarthy à la maison. Il a été pourri, catastrophique lors du dernier match. Devra, à défaut de me répéter, sortir la tête de ses faufounes. Et J.J. McCarthy et les Vikings l'emporteront à la maison cette fois-ci. Là, si je me trompe pas, il me semble que j'ai vu que J.J. McCarthy ne C'est sera vrai, pas de la J.J. partie McCarthy s'est blessé. parce qu'il est blessé lui aussi. Donc, ce sera une bataille de deuxième corps arrière. Donc, je sais pas si ça change ta prédiction, mais de mon côté, j'y vais quand même avec les Vikings, puisque les Bengals n'ont pas été convaincants, même avec Joe Burrow, et qu'on s'en va au Minnesota, qui ont été quand même relativement corrects, là, malgré une mauvaise performance de J.J. McCarthy au dernier match. Donc, j'y vais quand même avec les Vikings de mon côté. Mais si la blessure Je de pense que J.J. J.J. McCarthy change McCarthy quelque a chose pour donné a toi, fini le match parce que je vois pas d'autres ça statistiques se peut contre très lui. bien, mais j'ai vu il y a quelques jours là, qu'il ne devrait pas participer à cette rencontre-là au Minnesota. Si J.J. McCarthy, ok, mon choix reste Minnesota, mais si J.J. McCarthy n'est pas là, je prends le doigt de veto. Ah, du côté des pas du côté des Falcons, mais du côté des Bengals. Parce que je sais même pas c'est qui le carrière numéro 2 des Vikings, on le sait-tu? C'est une bonne question. Et là là, on va faire nos recherches vite vite. C'est rare que je fais ça, mais là, je suis comme perturbé. C'est qui C'est le carrière? Carson Wentz. Oh, Quand même oh, pas si mal que ça dans une bataille de deuxième corps je arrière. vais Quand tu me conserver. dis c'est Jake Browning contre Carson Wentz, Je c'est vais pas si mal. conserver les Vikings, ouais. Je vais conserver les Vikings. Jack Browning peut aller se rallier. Donc, on va garder les Vikings finalement pour cette prédiction entre les Vikings et les Bengals. Rencontre entre les Steelers de Pittsburgh et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Cédric, quel est ton choix? J'y vais du côté des Steelers. Ils sont plus solides que les Patriots, même si ça me fait mal à dire. Drake May a eu une bonne semaine. J'espère voir plus comme ça comparativement à sa première semaine, mais je pense que les Steelers sont plus solides et plus complets et vont l'emporter, même si on est en Nouvelle-Angleterre. Je pense que Pittsburgh va remporter ce match-là. Les Steelers de Pittsburgh ont joué un solide premier match lors de leur saison. Ils ont eu de la difficulté contre les Seahawks de Seattle, n'ayant inscrit que 17 points lors de cette rencontre. Je vous le rappelle, Aaron Rodgers, c'est une passe de toucher et 2 interceptions. Drake May a donné un vent un second souffle aux Patriots, ayant été chercher une victoire contre les Dolphins qui se cherchent. La question est à se demander, est-ce que Drake May peut livrer la marchandise contre le vétéran des Steelers et la bonne équipe de Pittsburgh? Je ne crois pas. Alors je vais également me ranger du côté de Pittsburgh. Rams, Eagles, probablement le match de 13h à suivre qui sera présenté à RDS du côté de Philadelphie. Un duel fort intéressant entre deux corps arrière qui seront là explosifs en Matthew Stafford et Jalen Hurts. Donné au comparatif, c'est 543 verges par la passe pour Matthew Stafford depuis le début de la saison et 253 verges du côté de Jalen Hurts. Quelle est ta prédiction? Je vais du côté des Eagles. On va être à Philadelphie, comme tu l'as dit. On a tous les deux les Eagles dans notre top 5, donc une des meilleures équipes de la NFL, selon moi, bien évidemment. Donc les Rams qui sont très solides, mais comme j'ai dit là, à Philadelphie, je pense que les Eagles vont être capables de poursuivre sur leur lancée et de l'emporter encore une fois. J'y vais du côté des Rams. On met beaucoup de points au tableau jusqu'à présent. Les Rams, je crois, peuvent en sortir une grosse. Oui, on a affronté les Texans. Oui, on a affronté le Tennessee.
Oui, les Eagles sont solides. On est à Philadelphie. Mais les Rams, dans le passé, nous ont souvent trompés, souvent pris au dépourvu. Alors, je pense que ça pourrait être le type de rencontre où les Rams pourraient ressortir victorieux. Jets, Buccaneers à Tampa Bay, Baker Mayfield et les Buccaneers de mon côté. Absolument, sans commentaire, les Buccaneers vont l'emporter. On a une question d'un auditeur. On va s'arrêter 2 secondes. Sébastien Ouellette qui dit Salut les boys, c'est qui votre équipe de la NFL? C'est vrai que je te laisse répondre en premier. Ben moi, comme j'avais parlé la semaine dernière, mon équipe, c'est les Patriots, parce que quand j'étais petit, ils gagnaient tout le temps, puis quand t'es petit, ben tu prends pour l'équipe qui gagne. Donc, je me range du côté des Patriots depuis que je suis petit. Et j'ai un faible aussi pour les Buccaneers, vu que Tom Brady a terminé sa carrière là, mais mon équipe première, c'est vraiment les Patriots. De mon côté plus jeune, j'ai également été un fan des Patriots pour Tom Brady. Ça a été probablement la première équipe là, que j'ai connue là, lorsque j'ai commencé à regarder de la NFL. Entre-temps, euh, j'ai un amour qui s'est développé pour les Bills de Buffalo. Je me suis rendu au Highmark Stadium à plusieurs reprises. J'ai vraiment. Je tombe en amour avec l'organisation des Bills. Malgré des fois des décisions là, un peu douteuses, des décisions là, qui nécessitaient de l'interrogation. J'ai également suivi les Buccaneers lorsque Tom Brady est arrivé là-bas. Je les suis encore, mais avec un peu moins d'intérêt, malgré que j'adore Baker Mayfield. Mais vraiment, de mon côté, les Bills de Buffalo. Et si j'avais à en mettre une deuxième, depuis environ 3 saisons, j'ai vraiment accroché sur les Lions de Détroit. Cette équipe-là est comme sortie de nulle part. Est devenue une force de frappe dans la NFL. Donc, les Bills de Buffalo, sans équivoque, si on pose la question, c'est top 1. Puis ensuite, là, les Lions. Là. Je dirais que si j'avais un top 3, Lions, Bills, Lions et Buccaneers sont probablement mon top 3. Si tu veux nous partager quelle est ton équipe, Sébastien, n'hésite pas également. Là, et merci d'avoir posé cette question-là. On est rendu au match. J'avais dit là, les Buccaneers contre les Jets. Je crois que de ton côté, tu avais mentionné Les Buccaneers pour moi aussi. les Buccaneers, parfait. Indianapolis, Tennessee. Au Tennessee, contre les Titans. Les Colts. Sans Oui, surprise. ça a beau être au Tennessee, le match pourrait être sur la Lune si tu veux, les Colts vont l'emporter contre les Titans. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Raiders, Washington. Jalen Daniels contre Geno Smith. Les Et Commanders l'emportent à là, Washington. j'ai une autre nouvelle à te donner. Jaden Daniels est blessé au genou et ne C'est sera vrai, pas de la c'est vrai, rencontre c'est à la vrai, semaine c'est vrai. 3. Oh Donc, my god. à cause de ça, je me range du côté des Raiders qui ont quand même livré une belle performance à la semaine 1. Je pense que Geno Smith va avoir un match de bounce back et que les Commanders, malheureusement, sans leur premier carrière, C'est le ça va même faire aussi pour dur. Mariota. Premier départ Et de c'est 2 ça, et matchs ça en ligne. fait, j'allais demander, ça fait combien de temps qu'on l'a pas vu sur un terrain de football? Donc, je pense que les Raiders vont être capables d'aller chercher ce match-là, là. Et là là, ouais, écoute, les Raiders, ouais, c'est vrai, il s'est blessé au genou, là, il est parti pour une couple de semaines, Jalen Daniels, et ça vient pas aider le début de saison des Commanders, pardon. Duel intéressant à 16h05. Les Broncos de Denver contre les Chargers. Duel entre Je Bo pense, Nix et les Chargers. je pense que c'est la prédiction la plus dure que j'ai eu à faire cette semaine. Mais on se retrouve au stade des Chargers à Los Angeles. Je pense que les Chargers vont poursuivre sur cette lancée. Je me range du côté des Chargers très difficilement, mais tout de même du côté des Chargers. Le système de jeu et là, je veux pas être induit en erreur, c'est John ou Jim Harbaugh? Je pense que c'est Jim. Ok. Le plan de match de Jim Harbaugh est intraitable. Il a amené son système de jeu avec les Chargers qui fonctionne à fond de train. Les Chargers sont rendus une puissance dans la NFL. J'ai envie de dire, c'était une pas pire puissance offensive avant l'arrivée d'Harbaugh. Mais on dirait qu'avec son arrivée, on s'est stabilisé. Bo Nix et les Broncos de Denver, je l'ai dit, et c'est eux, je pense, qui étaient dans mon top 5 la semaine passée, vont être intéressants cette saison. Mais je crois qu'avec le fait que les Chargers sont à la maison, ils vont l'emporter contre les Broncos.
Duel entre Spencer Rattler et Sam Darnold à Seattle, là où il fait du bruit. Oui, Spencer Rattler a eu 3 passes de tuer la semaine dernière. Je suis désolé. J'aime pas Sam Darnold, mais les Seahawks vont l'emporter à la maison. Absolument, j'y vais avec les Seahawks aussi. Duel entre les Bears de Caleb Williams à Chicago contre les Cowboys de Dallas. Dallas va l'emporter? Absolument, ils ont mis tellement de points au tableau la semaine dernière. Malgré en avoir donné beaucoup, je pense qu'on n'en donnera pas autant aux Bears. Je pense que les Cowboys vont sortir de là vainqueurs. Duel entre Mac Jones et Kyler Murray, l'Arizona qui visite les 49ers à San Francisco. Quelle est ta prédiction? J'y vais du côté des Cardinals. On n'a pas Brock Purdy du côté des 49ers. Si je ne me trompe pas, on n'a toujours pas George Kittle non plus du côté des 49ers. Donc, c'est une offensive qui est décimée par les blessures. Et les Cardinals qui, bon, n'ont pas eu la compétition la plus difficile depuis le début de la saison, mais tout de même un départ à 2-0 et m'impressionne relativement. Je ne m'attendais pas à une grosse saison nécessairement, mais quand même un bon départ. Je m'arrange donc du côté des Cardinals vu les blessures aux 49ers. Les 49ers, lors de la semaine 1, ont battu les Seahawks de Seattle. Les Cardinals ont battu les Saints de la Nouvelle-Orléans. Semaine 2, les 49ers ont affronté les Saints et les Cards ont affronté les Panthers. C'est probablement le vrai bon défi pour les Cards d'affronter San Francisco, malgré le fait que Brock Purdy et George Kittle ne sont pas là. J'aime beaucoup les Cards, mais pour moi, Kyler Murray, là, pas plus que ça. Pas plus que ça. Pas mauvais. Mais j'ai l'impression que c'est un autre type de carrière, un peu comme Tua, à défaut que lui n'a pas eu les mêmes blessures, mais qui cherche à sauver de la pression. Qui cherche à se débarrasser du ballon. Je vais faire confiance à Mac Jones et me ranger du côté des 49ers de San Francisco à la maison. Un duel qui peut être fort, intéressant et qui pourrait faire mal, mais mal aux Chiefs de Kansas City. C'est si les Giants de New York l'emportent au MetLife Stadium et infligent un 3e revers aux Chiefs de Kansas City. Quelle est ta prédiction? Je me range du côté des Chiefs. C'est la meilleure équipe. Malgré leur départ de saison, c'est la meilleure équipe. Les Giants ne sont pas une bonne équipe. Donc, je dois me ranger du côté des Chiefs. Cela étant dit, je ne serais pas outré de voir les Giants aller voler ce match-là. Je pense qu'ils vont être capables de donner un match serré comme ils ont donné un match serré aux Cowboys la semaine dernière. Je pense que c'est pas impossible de revoir ça la semaine prochaine, mais je m'attends pas non plus à 450 verges par la passe de Russell Wilson une deuxième semaine de suite. Donc, je dois me ranger du côté des Chiefs. C'est la meilleure équipe sur papier. C'est le choix logique, mais je verrais la possibilité que les Giants aillent arracher ce match-là aux Chiefs. Je ne serai pas conservateur cette semaine. Et je vais y aller avec les Giants de New York pour le trip de voir, et je vais le dire tel quel, la gueule de Pat Mahomes tomber au sol, claquer des dents, et voir Travis Kelce, la tête entrer dans ses foufounes, et voir le show Taylor Swift cassé en deux dans les estrades. S'il vous plaît, à New York, là où la victoire ne règne pas au MetLife Stadium, comme dirait Benoît Rocher, allez chercher ça. Ah, que ça serait magique. Voir les gros titres le lendemain. L'effondrement des Chiefs aux mains des Giants. Oh, je pense que je dors avec l'article. Je l'imprime puis je la mets sous mon oreiller. Giants de mon côté, même si je sais que les chances que ça arrive sont très minces. Football du lundi soir. Les Lions vont visiter les Ravens à Baltimore et ça risque d'être un festival offensif, encore une fois. Absolument, c'est le match de la semaine selon moi. Et bon, là, c'est une bonne décision d'avoir mis ce match-là. Monday Night Football, prime time, les Lions contre les Ravens. Un autre match très difficile à prédire, mais on en a parlé tantôt, c'est pas facile d'aller jouer à Baltimore.
J'ai les Ravens dans mon top 5. Je n'ai pas les Lions, donc je me range du côté des Ravens à Baltimore, mais ça va être un match très serré. Ça va être un match à très haut pointage aussi. Les Lions l'emporteront à Baltimore. Voilà, c'est ce qui conclut notre fameux segment de la NFL. Et on s'en va maintenant du côté de la Ligue nationale de hockey, les camps des recrues qui ont débuté. Il y a même des matchs intra-équipes qui ont pris part déjà depuis hier et même avant-hier pour certaines formations. On n'ira pas se pencher sur la Ligue nationale globalement, mais on va aller du côté du Canadien. Faut prendre le temps d'en parler parce que qui dit quand les recrues, match intra-équipe dit les pré-saisons qui s'en viennent, saison régulière qui approche à grands pas. Cédric, lors des matchs des recrues contre les Jets et les Leafs, bon, on va sortir Ivan Demidov déjà qui avait l'air d'un adulte avec des enfants. Lui s'est amusé comme dans un parc à jouets chez Ronald McDonald, alors que tous les petits-enfants à côté avaient de la misère à embarquer dans le parc. Autre le fait que Ivan Demidov a dominé, j'ai aimé ce que j'ai vu de certains joueurs. Owen Protz à la défense, Oui. qui a été solide. Tyler Thorpe, qui va probablement être un joueur de profondeur plus tard, n'a pas été sensationnel. On a eu des bonnes mises en échec, on n'a pas trop fait. J'ai trouvé qu'il a été correct, somme toute. Owen Beck a été bon. Oliver Kapanen a été bon. Mais ça, c'est. Oliver Kapanen, pour moi, c'est putain une recrue, même s'il était là, partait un peu avec une longueur d'avance. Florian Jacquet, qui a pris du poids, a pris du muscle, a été physique, a été intense, a frappé dans les deux matchs. J'ai vraiment aimé ce que j'ai vu de ce gars-là. Mon interrogation, puis je te pose la question, c'est comment as-tu trouvé David Reinbacher? On entend parler souvent, comme quoi que ça va être un défenseur prometteur, défenseur potentiellement top 4, défenseur qui pourrait même un jour se retrouver sur une première paire. Jusqu'à présent, je ne suis pas convaincu de David Reinbacher, puis j'ai hâte de t'entendre là-dessus, parce que pour moi, j'ai encore des points d'interrogation. Il y a eu une grosse blessure l'an passé, j'écarte pas ça de l'équation, mais on nous a dit il est prêt, il est à 100%. Préparez-vous à le voir au camp, il va être tout feu, tout flamme. Il a joué contre des recrues, puis ça n'a pas été sensationnel, mettons. Je vais dire ça comme ça, c'est pas flashy ce qu'on voit de Reinbacker. Ça le sera probablement jamais. Ce que je vais dire sur le point plus négatif, parce que je suis assez positif sur David Reinbacker en majeure partie. Le point le plus négatif, c'est son contrôle de la rondelle à la ligne bleue. Je trouve qu'il avait l'air nerveux avec la rondelle, a essayé de faire quelques manœuvres. La rondelle a glissé de sa palette. Quand il vient pour faire des passes, ça se passe bien, mais quand il essaie de manœuvrer, c'est pas sa place. Ce que je vais te dire pour peut-être aider tes questions pour le futur, c'est il ne jouera pas avec Canadien cette année, je pense pas. Il va jouer sur la première paire à Laval, puis à la fin de la saison, je pense que tout le monde va comprendre pourquoi on le voit comme un défenseur du Canadien dans le futur, puis pourquoi il a été repêché. Il a été repêché, selon moi, trop haut, mais on va comprendre pourquoi c'est un choix de première ronde quand même. Ce que j'aime de David Reinbacher, c'est le contrôle de distance avec le porteur de rondelle. C'est quand le joueur arrive pour traverser la ligne bleue, il ne se rend pas dans le milieu de la patinoire et quand il se rend sur le bord de la bande, il n'a plus la rondelle. Reinbacker vole des rondelles sur les bords de bande et roule ça en arrière. C'est des bases. Évidemment, c'était contre des recrues, mais comme je te dis, d'après moi, au terme de la saison de Laval, on va comprendre, on va voir qu'est-ce qu'il est capable de faire pour vrai dans une saison avec les professionnels. Pour moi, c'est exactement ça qu'on va avoir besoin de lui parce que à long terme, je le vois étant grand et gros comme qui est, jouer avec un Lane Hudson, selon moi, sur une. D'après moi, avec les Canadiens, on va avoir une paire 1A, 1B. On va avoir une paire comme Goulet, Dobson et Hudson Reinbacker, selon moi, dans le futur. Donc pour moi, ce serait peut-être une paire 1B, disons. C'est pas nécessairement un défenseur top 2, mais on va voir que ses habiletés défensives au terme de la saison avec Laval vont s'être améliorées et vont être très, très, très prometteuses, selon moi. Est-ce qu'un joueur a tiré ton attention lors des deux matchs des recrues?
T'en as parlé, Florian Jacquet, pour moi, va disputer quelques matchs avec les Canadiens cette saison. C'est un gars qui, malgré sa prise de poids, il en a parlé, il a pris 15-20 livres quand même, il est énorme, il patine très bien et très rapidement. Ça aussi, pour David Reinbacher, c'est un gars qui est quand même grand, patine quand même bien, j'ai oublié de le mentionner. Là. Mais un gars comme Jacky là, sur un troisième, quatrième trio, un gars qui a compté 25 buts presque dans la Ligue américaine à sa saison recrue. Un gars, on dit des fois, ça frappe comme un train. Là. Owen Protz a frappé comme un train, Jacky a frappé comme un Boeing 747. Ça rentre au poste. Là. C'est comme son frère, mais tout le respect que j'ai pour Arbor Jacky, pour moi, Florian va être meilleur. Il va être un gars qui est capable de compter des buts, a une intelligence offensive que son frère n'a pas, étant un défenseur évidemment, mais un coup de patin que son frère n'a pas et il frappe comme lui, peut-être moins bon bagarreur, mais somme toute, je pense que c'est un gars qui va jouer avec le Canadien assez rapidement. Tu as parlé de Tyler Thorpe, j'étais un peu déçu. L'année passée, on a vu des belles choses au camp des recrues, a compté 2 buts dans les 2 matchs. Là, cette année, a eu un combat, n'a pas gagné ce combat-là contre un gars qui était beaucoup plus petit que lui. J'ai été un peu déçu. Mais à part ça, on n'en a pas parlé, le Jacob Fowler, dans le premier match, stoïque, de glace, j'ai envie de dire imposant pour l'autre équipe, tellement il est tranquille, calme et ses déplacements sont précis, calculés, fluides. Ça me fait penser à Carey Price dans la manière qu'il se comporte sur la glace. Je ne veux pas le comparer à Carey Price niveau talent, niveau technique nécessairement, mais il est d'un calme comme Carey Price l'était, toujours dans son match. Il n'y a rien qui le dérange. Un gars concentré. Je pense que j'ai très hâte de le voir avec le Canadien à temps plein. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va se donner là, à Laval, lui qui devrait être le gardien partant avec le Rocket toute la saison. Il a beaucoup retenu mon attention. Il y a quelques joueurs de plan plus. Pas de premier plan, disons. Je me souviens pas de son prénom, mais Gowan, numéro 54, si je ne me trompe pas, défenseur. Un gars que je sais même pas où est-ce que le Canadien est allé chercher, qui lui aussi frappait, bougeait bien avec la rondelle. Un beau showcase pour lui. Et bon, on a parlé d'Owen Protz. Je pense que ça pourrait être une belle option dans le futur, niveau profondeur pour les défenseurs avec les Canadiens. Là, je sais pas si j'ai manqué quelque chose. Je sais pas si j'étais sur la Lune avec les Titans du Tennessee. Je sais pas si j'ai manqué quelque chose. Mais dans la liste des 60 joueurs invités au camp, puis si on regarde même ceux qui étaient au camp des recrues, où est Michael H? J'ai-tu manqué quelque chose? Ben, là, Michael H. présentement est dans la NCAA. Fait qu'il Donc, peut je pas venir pense ici. qu'il n'a pas le droit de mettre les pieds dans quoi que ce soit de la Ligue nationale. Mais il était là l'année passée. L'année passée, il n'était pas encore dans la NCAA. Il jouait avec j'ai envie de dire les Steelheads. Là, je me souviens pas si c'est la bonne équipe, mais en tout cas, il jouait dans la USHL avec Chicago. Ok. Donc, c'était pas le collège américain. Là. Dès que tu mets les pieds au collège américain, tu mets les pieds dans la Ligue nationale, c'est terminé. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas là cette année. Ok, c'est bon. Je me demandais si j'avais manqué un épisode. Cédric, il y a eu le tournoi de golf des Canadiens dans les derniers jours. Beaucoup de choses ont été dites. Euh, Beaucoup de sujets ont été amenés. Pascal Vincent a parlé, Kent Hughes a parlé, Jeff Molson a parlé, Jeff Gorton a parlé, Martin Saint-Louis a parlé. Les joueurs du Canadien se sont prononcés. Et la chose qui est ressortie et qui a été confirmée par lui-même, c'est entourant Patrick Laine. Les dirigeants du Canadien ont dit qu'il est à 100%. Vous allez voir potentiellement la meilleure version de lui-même. Il est allumé comme jamais. Il n'a pas arrêté de patiner de l'été. Il faut se mettre en contexte que lorsqu'il est arrivé avec le Canadien, il n'avait patiné que 2 fois durant l'été. Fait que lui, il est arrivé comme un boulet, puis il avait l'air d'un boulet. Là, depuis que la saison est finie, il n'a pas arrêté de patiner. Il est à 100%. Il est frais et dispo. Et Patrick Laine l'a confirmé, je crois que c'est hier. Pensez pas que je suis la meilleure version de moi-même. Je suis la meilleure version de moi-même et vous allez voir la meilleure version de moi-même sur la patinoire. C'est vrai que quand tu entends Patrick Laine dire ceci, je te pose 2 questions. Est-ce que c'est parce que c'est sa dernière année de contrat et c'est un peu un do or die pour lui dans la Ligue nationale de hockey? Même si on sait que probablement il y a une équipe qui va lui donner un contrat pareil pour ce qu'il peut amener à une équipe. Ou est-ce que pour toi, c'est que le gars,
c'est significatif pour lui. Il veut demeurer à Montréal puis montrer qu'il peut en donner plus aux Canadiens. C'est un peu des deux, selon moi. C'est évidemment que dans une année de contrat, on le sait, là, les années de contrat, c'est souvent les meilleures années de carrière des joueurs de la Ligue nationale. Tu veux aller chercher ce contrat-là, tu veux le mériter. Mais je pense que il faut croire les joueurs quand ils parlent aussi des fois. Patrick Laine est arrivé avec le Canadien, il a dit qu'il n'y avait pas une meilleure équipe pour lui pour jouer. C'est sûr que tu dis ça quand tu t'en vas dans une nouvelle organisation, mais de la manière qu'il a parlé des Jets puis des Blue Jackets, c'est pas quelque chose que tu dis si tu penses changer d'équipe après l'équipe que tu viens d'arriver. Là, quand il est arrivé avec le Canadien, il est en train de dire que les gens se sacent du hockey à Winnipeg, se sacent du hockey à Columbus. Donc, tu dis pas ça dans l'optique que tu vas quitter le Canadien dans 2 saisons. Pour moi, il veut rester là. Puis quand tu regardes le futur du Canadien, est-ce que tu peux le blâmer? Le gars va jouer probablement avec Demidov une bonne partie de la saison, si c'est pas toute la saison, si ça va bien dès le début. Est-ce que tu peux le blâmer de vouloir faire partie de ce qui est, si c'est pas le futur le plus bright de la Ligue nationale, le deuxième? Il y a des deux, évidemment, qui veut rester avec le Canadien, qui veut avoir une chance d'être en contention pour une Coupe Stanley dans les prochaines saisons. Mais c'est certain qu'il va vouloir jouer pour son contrat, il va vouloir le mériter aussi. Mais je pense que s'il y a une bonne saison, je vois pas pourquoi le Canadien ne le ramènerait pas. Honnêtement, si tu as un gars qui est ne serait-ce qu'un spécialiste de l'avantage numérique qui fait rouler ton avantage numérique quand ça va bien, ben c'est déjà ça de plus. S'il faut qu'on le range sur un troisième trio, ben ça sera ça. On va voir le contrat que le Canadien lui accorde s'il re-signe. Pour moi, ça sera pas un énorme contrat. Mais je pense qu'il va se mériter un contrat. J'ai confiance en ce qu'il pense de lui-même à ce stade-ci de la saison. J'ai vraiment hâte de voir la suite. Et moi, quand on parle de Patrick Laine, je ne peux que penser à son jeu à 5 contre 5 qui devra être clairement meilleur. Là où on avait d'autres points d'interrogation à savoir est-il prêt, est-il en santé, est-il à 100%, eh bien c'est Kirby Dach. Le Dacker, comme l'a dit à plusieurs reprises Martin Saint-Louis, est non seulement à 100%, il est en forme, il est prêt, il est allumé. On l'a vu dans les matchs intra-équipe, dans les pratiques. Aujourd'hui, j'ai vu des highlights contre Herbert Jackay. Avait l'air d'une fusée. On a confirmé qu'il allait débuter la saison comme centre numéro 2. Quand il y a eu cette déclaration-là, qu'est-ce qui t'est venu à l'esprit? Est-ce que pour toi, c'est une bonne chose ou tu aurais préféré un autre scénario que celui de commencer la saison avec Kirby Dach au poste de centre numéro 2? Je suis pas surpris d'avoir entendu ça parce que si on est réaliste, c'était quoi les autres options qu'on avait? On nomme Alex Newhook comme deuxième joueur de centre. Tout le monde fait une crise de bacon. On nomme Jake Evans comme deuxième joueur de centre. J'adore Jake Evans, c'est un gars de 3-4e trio. On nomme Joe Veleno comme deuxième joueur de centre. On n'est même pas sûr qu'il va jouer avec Canadien. Il n'y a pas de Sidney Crosby. Là. Si ça arrive, c'est pas pour débuter la saison. On le savait tout. Là. Il n'allait pas arriver ici avant le début de la saison, si c'est même une possibilité. Donc, je suis pas surpris. Je pense que c'est bien de laisser une dernière chance à Kirby Dach, compte tenu du fait qu'on n'a pas vraiment d'autres options de toute façon. Disons là, qu'il impressionne tout le monde et qu'il a une super bonne saison, qu'il ramasse 60 points avec Demidov, ben, on est bien pour les prochaines saisons à venir. Donc, je pense que c'est la bonne chose à faire. Puis, je suis pas surpris non plus que ça soit la direction qu'on prenne du côté du Canadien. S'il y en a un qui est allumé, c'est Nick Suzuki. Nick Suzuki a livré une entrevue aujourd'hui ou hier à Félix Séguin de TVA Sport. Et honnêtement, j'ai été bouche bée. En français, comme si de rien n'était, sans aucun stress, à quel point ça démontre le sérieux de ce gars-là à vouloir intégrer les valeurs de l'organisation du Canadien au travers des partisans, au travers de la ville, de démontrer à tout le monde que, hey, pas facile à apprendre le français, mais on peut l'apprendre quand on veut. Puis, tu sais, j'en serais pas de bêtises. Puis, mais quand on regarde ceux qui ont été là dans les dernières années, des gars comme Carey Price, des gars comme Alex Kovalev, des gars comme Shea Weber, c'est des gars qui ont eu quand même un gros impact avec le Canadien. On a entendu quoi en français? Qu'est-ce qu'on a entendu en français? Piquet Souban, qui a été dans l'organisation du Canadien pas longtemps,
À cette heure, il fait des annonces de We Cook en français. Tu sais, je veux dire, tu rouvres ta télé, le gars, il y a une boîte avec des repas préfets, puis We Cook, j'approuve We Cook. Le gars, il fait des annonces en français. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu ressens en tant que partisan quand tu vois ton capitaine travailler et agir de la sorte? J'adore ça. Honnêtement, c'est une preuve de respect, évidemment. Je suis pas de ceux qui pensent que c'est obligatoire de parler en français. On s'entend que peu importe où est-ce que tu es, même dans la Ligue junior majeure du Québec, il y a, ben là, plus maintenant, là, mais il y avait 90% de Québécois français dans l'équipe. Ça parle en anglais pareil. Ça parle en anglais depuis le, le, le Pee-Wee 2A, là, si tu veux. Donc, je suis pas de l'opinion que c'est une obligation de parler en français. C'est un plus. Je trouve que c'est une marque de grande classe de Nick Suzuki, par contre. Ça, absolument. Gros, gros respect à Nick Suzuki. Puis ça prouve aussi que c'est un gars qui veut être ici. Il voudrait pas être ailleurs dans le monde qu'à Montréal. Puis c'est ce qui est beau du Canadien en général en ce moment, c'est tu vois, pas juste Nick Suzuki, presque toute l'équipe a passé l'été au complet à Montréal. Puis c'est le fun à voir. Ça veut dire que c'est une équipe qui a envie d'être ici, qui sont proches entre eux, puis qui ont juste hâte de commencer la saison. J'étais pas ému, là, mais presque de voir un Nick Suzuki parler en français, donner une entrevue en français. Puis je trouve ça le fun parce qu'il y a plein de monde, quand on l'a nommé capitaine, ah, un autre capitaine qui parle pas en français, puis encore là, je comprends pas c'est quoi cet argument de schnout là. C'était le bon choix, puis il l'a prouvé à maintes reprises depuis. Mais de prouver ce monde-là qui ont tort, c'est la cerise sur le Sunday. C'est gros, gros fan de ce qu'il a fait en français là, dans les derniers jours. Rapidement, avant de terminer, là, on va soulever deux derniers points. Martin Saint-Louis qui s'est fait poser des questions en rapport, avec de lourdes pertes quand même. On n'aurait jamais pensé associer lourdes pertes à Christian Dvorak et Yoel Armia, mais c'est quand même un fait quand on parle du désavantage numérique, puisque le Canadien était 9e l'an passé parmi les 32 équipes de la Ligue nationale de hockey. Saint-Louis qui s'est fait questionner quant à l'utilisation de ces gars. On le sait, Saint-Louis travaille avec ses joueurs, a été capable d'en amener à se développer des surprises. On a vu notamment Caulfield sur les 200 de la glace, Anderson l'an passé qui a eu des trouvailles, là, s'est rendu utile sur plusieurs aspects du jeu. Il a parlé d'Alex Newhook comme étant un potentiel joueur de désavantage numérique. Il a parlé que Nick Suzuki allait probablement avoir plus de temps de jeu, notamment là. C'est sûr, probablement, on va le voir sur la vague numéro 1 de l'avantage numérique, ne sera probablement plus sur la vague numéro 2, puisqu'on risque de le mettre sur la vague numéro 1 de désavantage numérique. Quand tu entends Saint-Louis parler d'Alex Newhook sur le désavantage numérique, t'en penses quoi? Je pense que c'est pas une mauvaise idée. On a vu l'année passée, on pensait que Josh Anderson c'était fini, que ça allait rien donner, c'était un mauvais échange. On l'a transformé en joueur two-way, puis tout de suite, toute la saison, tout ce que j'ai vu, c'est Josh Anderson, c'est un gars qui travaille fort. Josh Anderson, c'est un atout important à l'équipe. Je pense que Newhook peut avoir ce genre de saison-là. Il faut juste qu'il apprenne la bonne façon de jouer défensivement. Puis le gars, dès que tu deviens un joueur two-way, tu deviens 100 fois plus utile à ton équipe. Suzuki sur la première vague, je préférais le voir sur la deuxième. Je pense que si on peut envoyer Jake Evans puis Josh Anderson sur la première vague, je serais plus heureux parce qu'on sait que Nick Suzuki joue sur le premier trio, sur le premier avantage numérique. Si tu rajoutes le premier des avantages numériques, ça commence à faire beaucoup de minutes. Donc j'aimerais mieux le voir sur une deuxième vague. J'ai mentionné le nom de Joe Veleno tantôt. J'ai vu des statistiques qui parlaient de lui comme étant un des meilleurs au niveau des mises en jeu dans son territoire. Si il est à faire l'alignement du Canadien, j'aimerais le voir utilisé en désavantage numérique, peut-être sur la deuxième vague, avec un Nick Suzuki probablement. Je pense que ça pourrait être une bonne chose. Un autre joueur qui me vient en tête, là, c'est si Oliver Kapanen fait l'équipe lui aussi. Je pense que ça pourrait être un gars qui est très utile sur des avantages numériques. Donc, en général, j'aimerais bien voir un gars comme Suzuki là-dessus. Je sais qu'il est très bon. Si on décide que c'est Veleno puis Newhook, je serais pas fâché parce que si on décide que Newhook prend cette place-là, c'est qu'il va avoir été entraîné, coaché et préparé pour ce rôle-là. Intéressant. Projection du top 12 du Canadien, soit les attaquants. Caulfield, Suzuki, Slavkovski, Laine, Dak, Demidov, Anderson avec Newhook et Bolduc. Et on termine la quatrième ligne
avec Blais, Evans et Gallagher. Est-ce que tu t'attends à cette formation-là en date du premier match de la saison régulière? Pour ma part, j'enlève Blais et j'insère probablement Florian Jacquet pour amener un aspect robustesse. Je pense qu'au premier match de la saison, Florian Jacquet ne sera pas avec le Canadien. Je pense que Sammy Blais peut amener cet aspect robustesse-là. Donc, je pense que pour le début de la saison, je pense que Blais a plus de chances de commencer la saison avec le Canadien que Jacquet. Je peux voir, dépendamment de l'issue du camp, comme j'ai dit, Joe Veleno se tailler une place avec le Canadien dans ce dernier trou-là de 12e attaquant, dans le fond, si on veut. Le seul changement que j'aimerais voir le Canadien expérimenter pendant les matchs pré-saison, c'est voir Bolduc sur ce deuxième trio-là à la place de Patrick Laine. Parce que selon moi, un gars comme Bolduc peut aller chercher la rondelle, peut permettre à Demidov de compter des buts avec la distribution de Kirby Dach ou à Kirby Dach de compter des buts sur la distribution de Demidov, etc. Et sur un troisième trio, on aurait un gars comme Anderson pour aller chercher la rondelle pour Patrick Laine. Donc je pense que j'aimerais voir un essai de ce trio-là, mais sinon je pense que le top 6 du Canadien va être très intéressant cette saison, que ce soit Laine ou Bolduc. Et donc, comme j'ai dit, c'est juste le poste de 12-13e attaquant qui va peut-être changer d'ici le début de la saison. Un gars qui n'a pas mâché ses mots, c'est Juraj Slafkovský. Je dois bien jouer dès le jour numéro 1. Je pense que c'est simple. Ce gars-là a plus le choix. Là. Doit arrêter de commencer à jouer en janvier, puis il doit commencer à mettre ses bottes de travail dès le premier match. Absolument. Je peux même pas imaginer ce que ça donnerait une saison complète. On le voit là, quand on est revenu du face-à-face des 4 nations, là, c'était un des meilleurs joueurs du Canadien, un gars qui devient tout d'un coup, il part les turbines, puis il devient robuste, il compte des buts, il des lancers précis, on ne sait pas d'où ça sort, la confiance, ça remonte d'un coup. J'aimerais ça voir ça dès le début de la saison, parce que selon moi, les Canadiens là, sont... C'est pas que c'est malheureux qu'ils ont fait les séries l'année passée, mais vu qu'ils ont fait l'année passée, les attentes sont de les refaire cette année. Donc, si ça va pas bien au début de la saison, je serais pas surpris de voir Demidov prendre sa place sur un premier trio. Donc, si ce gars-là veut garder sa place sur le premier trio des Canadiens, va falloir qu'il parte la machine au début de la saison. Puis s'il part la machine au début de la saison, je pense qu'il va grandement aider le Canadien à se mettre dans une bonne position rapidement pour faire les séries. Cédric, c'est maintenant la fin du segment du haut de la passerelle, segment qui a recouvert là, les dernières actualités entourant le Canadien de Montréal. J'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai hâte de voir ce que l'avenir va nous réserver. Qu'en viendra-t-il de Joshua Roy? Qu'en viendra-t-il d'Owen Beck? Qu'en viendra-t-il du flop à Philippe Méchard? J'ai hâte de voir ce que l'avenir nous réserve du côté du Canadien de Montréal. Chose certaine, c'est qu'il y aura une bataille ferme entre des gars qui vont vouloir avoir un poste en haut. Je pense à des gars comme Sammy Blais, des gars comme Joe Veleno, un gars comme Florian Jacquet qui va frapper pour vouloir avoir un poste également. Donc, chose certaine, je pense que les matchs pré-saison seront enlevants. Et on vous le rappelle, là, c'est la dernière saison où il va y avoir autant de matchs pré-saison, puisque lors de la nouvelle convention collective qui débutera lors de la prochaine saison, soit 2026-2027, on va ajouter 2 matchs de saison régulière pour retirer des matchs pré-saison. 21h26 en ce 19 septembre 2025. Cédric, merci beaucoup d'avoir été là. Merci de faire ça avec moi. Mesdames, Messieurs, on vous souhaite une excellente fin de soirée à tous. On vous souhaite une bonne semaine numéro 3 dans la NFL, une bonne continuité du camp du Canadien de Montréal. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de votre échec avant. Allez, ciao! C'est l'échec avant où le sport s'anime. Des départs passionnés, des moments sublimes. Du hockey, de la NHL au touchdown de la NFL. On vit chaque instant, brille intensément. Les statistiques en main, on décrypte chaque jeu. Des frappes de la MLB au but ambitieux. La MLS qui monte la CFL en force. Chaque discipline nourrit nos échanges, nos ressources. C'est plus qu'un micro, c'est un rendez-vous. Une équipe, une passion, un esprit fou. On plonge dans les
passionne, on apprend. L'échec avant, c'est le sport.